Salut, c'est Quentin. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager tout notre processus pour automatiser des business, allant de business en ligne à TPE, PME et très grosses entreprises, et comment est-ce qu'on fait pour incorporer l'IA, notamment dans les workflows d'automatisation et dans les agents IA à l'intérieur des entreprises. Donc ce que vous voyez, c'est quelques projets open source qu'on a réalisés et qui sont tous disponibles dans notre communauté IA directement dans la description. Vous avez notre school, notre communauté school. Si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre. Donc, qu'est-ce qu'on est en capacité de créer rapidement? Premièrement, tout ce qui est marketing, comme vous le voyez, création de contenu. C'est-à-dire que grâce à l'IA et à l'automatisation, on est capable de créer du contenu écrit, du contenu visuel, du contenu audio et le cross-poster sur les différents réseaux sociaux. On est capable de faire du scrapping. Donc, on est capable de récupérer des éléments sur certains sites pour par la suite réaliser des actions marketing. On est capable de faire tout ce qui est analyse de données. Donc, par exemple, de l'analyse de données sur les réseaux sociaux, comme de YouTube Trends, de l'analyse de données sur des larges de données internes aux entreprises. On est capable aussi d'automatiser tout ce qui est project management en connectant tous les tools des CRM, que ce soit Airtable, Pipedrive, HubSpot ou toutes les autres tools. On est aussi capable de faire de la gestion d'email, de la gestion de calendrier. On est capable de mettre en place des solutions d'agents IA vocaux qui sont aussi connectés à la base de données de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va communiquer avec un agent. Cet agent IA sera paramétré pour réaliser certaines actions, par exemple récupérer le numéro de téléphone, l'adresse email. Bon, il faut savoir que l'adresse email, ça marche pas très bien. Récupérer des informations pour booker un call, par exemple. C'est ce qu'on appelle du setting. Donc, ça s'appelle du setting boosté à l'IA. On est capable aussi d'automatiser les process administratifs, comme l'automatisation de la facturation, comme l'automatisation de la génération de devis. On est aussi capable de faire tout ce qui est analyse visuelle de données. On est aussi capable de mettre en place des multi-agents. Les multi-agents, c'est quoi? C'est des agents qui sont connectés à des sous-agents, pour pouvoir utiliser la puissance de différents agents de manière combinée. Donc, pour vous expliquer un peu plus, on se retrouve sur Miro. Alors, un agent IA, c'est quoi? Ma compréhension, c'est un système composé. Un LLM, c'est pas un système composé. Un agent IA, ça va utiliser le LLM, et d'autres éléments externes pour pouvoir réaliser un objectif. Donc, les agents IA ont deux caractéristiques. Ils ont une mémoire et ils ont la capacité de prendre des actions. Leur puissance vient du fait qu'ils sont en capacité de prendre des actions. Effectivement, si vous connectez par exemple à un agent, on va dire ça, c'est un agent. Vous avez votre input, vous avez votre output. L'output, ça peut être une action. Il est connecté à une IA. Il a une mémoire. Et il est connecté à ce qu'on appelle des tools. Les tools, c'est là où la magie opère. C'est là où on va être en capacité de le connecter, par exemple, à des logiciels externes, à des programmes qu'on a créés, à d'autres API ou à d'autres multi-agents. Alors, les agents IA sont bons pour résoudre certains types de problèmes. Je m'explique. Tout ce qui est des problèmes qu'on a déjà rencontrés, qu'on est en capacité de disséquer sous par exemple 3, 4, 5 étapes, où le périmètre est bien défini, les agents IA sont très puissants. C'est-à-dire que si on sait étape par étape ce qu'on doit réaliser, on est très probablement en mesure de l'automatiser. Cependant, tous les problèmes où on a besoin d'intuition, les agents IA et les LLM ne sont pas bons. Typiquement, un LLM, tu crois qu'il est super intelligent, mais en réalité, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il a surtout des capacités de mémoire, parce qu'on l'a entraîné sur énormément de data, mais il n'a pas de capacité à s'adapter. Or, l'intelligence en elle-même, c'est la capacité à s'adapter pour pouvoir trouver des solutions à des nouveaux problèmes. Je vous conseille de regarder le travail de François Chollet, C-H-O-2-L-E-T, qui parle très bien de ces différents concepts. Donc, les agents IA, à mon avis, ils vont massivement s'incorporer dans les différentes industries. Quelques idées d'industrie, on a la santé, on a l'immobilier, on a la cyber/l'IT, on a le marketing, qui vont être massivement transformés par des agents IA. Pourquoi? Parce que toutes les tâches qu'on est capable, comme je vous ai dit, de transformer sous forme d'étapes, vont être automatisées. Et nous, on pourra se focus sur toutes les tâches où on a besoin de créativité et d'intuition. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que oui, les agents IA vont potentiellement les remplacer. Mais c'est pour que vous puissiez vous focus sur là où vous avez le plus de valeur ajoutée qui n'est pas réplicable par l'IA. C'était une aparté un peu plus théorique. Notre tech stack concret pour automatiser les business. Donc, les logiciels d'automatisation classiques. On a quoi? On a
Make, probablement que tu connais, on a Zapier et on a N8N. Nous, on a tout passé sur N8N. Pourquoi N8N? Parce que c'est cost efficient, donc c'est beaucoup moins cher que Make et Zapier. C'est scalable, c'est installable en local, c'est-à-dire que le client, il peut l'avoir en local, ce qui est très important pour les entreprises, par exemple parce qu'ils ont des data proprietary, ils ont des technologies proprietary, ils veulent pas tout ce qui est RGPD, ils ne veulent pas se casser les pieds pour garder un bon langage. Donc c'est scalable, c'est cost efficient, c'est installable en local, comparé à Make et Zapier qui sont beaucoup plus chers et vous allez forcément travailler sur leur cloud. Cependant, mais N8N, la problématique que je vois le plus souvent, c'est que c'est plus technique. C'est-à-dire que si tu n'as vraiment aucune technique, aucun background technique, ça va prendre du temps avant que tu t'adaptes au logiciel. Donc ça, c'est notre tech stack pour automatiser. Ensuite, notre tech stack pour tout ce qui est IA. Donc tout ce qui est IA, quand je dis IA, je parle de LLM, parce que là, on n'est pas en train de parler de tout ce qui est prédictif. Donc tout ce qui est LLM, Llama, c'est local, donc c'est le LLM de Tonton Zuckerberg qui est très bien pour tout ce qui est des solutions locales. GPT, forcément le classique, qui est très bien. On a Claude qui est très bien. On a DeepSeek aussi qui est très puissant. Cependant, attention à la data que vous lui fournissez parce que dans leur privacy policy, ils disent que ils gardent les droits sur les solutions que vous créez, sur les outputs et que vous êtes aussi responsable des inputs de data que vous fournissez à DeepSeek. Donc je vous dis attention. J'ai quand même réalisé une vidéo pour vous montrer concrètement comment insérer effectivement DeepSeek directement dans vos workflows d'automatisation. Ensuite, tout ce qui est un peu plus data science, nous on utilise le Jupyter Notebook classique, Google Colab. Pour tout ce qui est cloud, nous on utilise AWS, c'est-à-dire qu'on utilise AWS pour les solutions cloud. Donc quand est-ce qu'on veut déployer effectivement des solutions de code, par exemple quand on a un modèle de machine learning, on doit le déployer la data sur un S3 bucket, après on doit déployer le modèle, après on doit créer un API endpoint, tout ça on le fait directement dans AWS. Ensuite pour tout ce qui est quand on doit coder, parce que forcément parfois on doit coder, je vous explique. Donc on a effectivement beaucoup de logiciels d'automatisation qui vont nous permettre de récupérer plein d'API, de faire de la logique très facilement grâce à des modules, donc grâce à du visuel, mais parfois on a besoin de coder. Pour coder, on utilise Cursor. Cursor qui est tout simplement une IDE qui nous permet de coder avec l'IA en support qui a accès directement à tout ton code, ce qui est vachement utile. Ensuite, notre tech stack, ça c'est vraiment la V1 dans le sens où on est toujours obligé de s'adapter au tech stack qu'utilisent nos clients. Surtout au niveau du back-end, parce que nous, on ne fait pas trop de front-end. Parfois, on est du coup obligé d'intégrer nos solutions directement dans le front-end, mais on se débrouille. Ensuite, notre process. Donc, le process, effectivement, c'est premier élément, on doit cartographier les process des entreprises. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir une visu de ce que fait l'entreprise pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on est en mesure d'automatiser et ce qu'on n'est pas en mesure d'automatiser. Donc, comment on fait pour cartographier les process? On prend un ggdoc, un Google Doc et un Miro. Donc, c'est très classique. Premier élément. Deuxième élément, on doit définir le périmètre du projet. Alors, le périmètre du projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire les API. Donc, tous les logiciels qu'on aura besoin pour pouvoir estimer les ressources nécessaires pour réaliser le projet. Donc, les ressources en termes de temps et les ressources en termes d'argent. Parce qu'après, on va voir le client, on va lui dire, tiens, ça va coûter, par exemple, tant. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Et lui, il est rationnel. Dans tout ce qui est business to business, en général, ils sont rationnels. S'ils se disent, ça peut me faire gagner tant de temps et tant d'argent, ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup. Donc, définir le périmètre du projet, c'est-à-dire toutes les différentes API, combien de temps ça va nous prendre. Ensuite, on va développer les MVP. Développer les MVP le plus rapidement possible en utilisant N8N. Parce que N8N, ça nous permet de développer très rapidement. N8N/Cursor, d'où notre tech stack. Et quatrièmement, le point, on va itérer dans le sens où on va voir le client, on va tester les performances de la solution et il va nous dire ouais, j'aimerais que ça soit plus précis, que l'output il convient pas totalement, il convient qu'à 80%, on aimerait qu'il convienne à 100%. Et parce que nous, on est sympa et qu'on veut que nos clients ils soient contents, forcément, on optimise. Donc ça, c'est notre process
ok? Je pourrais rentrer un peu plus en détail, mais en réalité, moi, je pense que c'est beaucoup de blabla et qu'il faut surtout de la pratique. C'est-à-dire que cartographier des process, faut surtout en faire beaucoup parce que tu seras en capacité de mieux scope les projets lorsque tu sauras ce qu'on est en capacité d'automatiser via des workflows. Donc, il faut surtout de la pratique, définir le périmètre du projet. Ça dépend vraiment de ta connaissance des logiciels externes qu'il existe pour pouvoir les incrémenter à l'intérieur de tes agents IA. Développer les MVP, ça c'est pareil, c'est full développement. Donc, potentiellement, tu n'as aucune expérience technique. Et là, ça va prendre quand même beaucoup de temps et potentiellement, tu as plus d'expérience technique que moi. Et là, ça va être extrêmement rapide pour toi. Et enfin, itérer, ça c'est la période où tu améliores le projet. Parce qu'au final, on est entre guillemets des product builders. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo un peu plus informative, un peu plus théorique. Si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner et laisser un like. Ça aide toujours grandement.